Les États-Unis sont en guerre. Dans le port de Philadelphie, un destroyer escorteur est amarré. Son nom, l'USS Eldridge, un navire comme les autres, en apparence. Puis, ce jour-là, quelque chose se produit. Quelque chose que personne n'est censé voir. Et pourtant, des témoins sont là. Le navire se met à vibrer. Une lueur étrange l'enveloppe. Un halo verdâtre, presque irréel. Et soudain, plus rien. Le destroyer disparaît. Quelques minutes plus tard, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Norfolk, en Virginie, un navire apparaît. Le même, avant de disparaître à nouveau. Et de réapparaître à Philadelphie. Comme si rien ne s'était passé. Mais à bord, rien n'est plus comme avant. Certains marins sont pris de panique, d'autres hurlent, certains ne répondent plus. On raconte que des hommes auraient fusionné avec la coque du navire, que d'autres seraient devenus fous, et qu'un marin, au milieu du chaos, affirmait venir d'un autre temps. L'histoire officielle parlera plus tard d'un mythe, d'une légende née de la guerre, des rumeurs et de l'imagination. Et pourtant, des décennies plus tard, un homme va relancer toute l'affaire. Son nom, Alfred Bielek. Fin des années 1980, il apparaît dans plusieurs interviews. Calme, précis et surtout constant. Son récit ne change pas. Il affirme qu'il était là, à bord de l'Eldridge, le 12 août 1943, avec son frère Duncan. Au moment où l'expérience atteint son pic, ils prennent une décision. Sauter, pas dans l'eau, mais hors du navire. Et ce qu'il raconte ensuite défie toute logique. Il ne tombe pas, il est projeté, transporté, dit-il, en l'an 2137. Là-bas, il passe plusieurs semaines à se remettre, brûlé, irradié, soigné grâce à des technologies qu'il ne comprend pas, des traitements basés sur la lumière et la vibration. Le monde qu'il décrit n'a plus rien à voir avec le nôtre. Les côtes ont changé. La Floride a presque disparu. Les grands lacs ne forment plus qu'une seule étendue d'eau. Atlanta est devenue une ville côtière. Les États-Unis n'existent plus vraiment. Le gouvernement central a disparu. Le pays est fragmenté, administré localement sous une forme de loi martiale. Puis, sans prévenir, il est à nouveau projeté. Encore plus loin, l'an 2749. Cette fois, il y reste près de 2 ans. Il parle de villes flottantes, mobiles, capables de se déplacer autour du globe. Il décrit une intelligence artificielle qui gère l'ensemble de la société, sans gouvernement, sans politique, et au cœur de ce monde, une structure gigantesque, cristalline, flottante, une entité qui communique par télépathie, une société où chacun reçoit ce dont il a besoin, où les besoins de base sont assurés. Un monde radicalement différent. On peut sourire, parler d'affabulation, mais un détail intrigue. Bielek raconte tout cela pendant des années, sans jamais varier, avec une cohérence troublante. Alors, la question se pose. Et si, derrière cette histoire, il y avait autre chose? Parce qu'au même moment, un autre nom apparaît. Albert Einstein. Le 31 mai 1943, il signe un contrat de consultant avec la marine américaine. Un contrat qui s'étend jusqu'en 1944. C'est officiel. Einstein travaille pour la Navy. Exactement à la période de l'expérience supposée. Et ce sur quoi il travaille est tout sauf anodin. Depuis des années, il cherche à unifier 2 forces fondamentales. L'électromagnétisme et la gravité. Pour lui, ces forces ne sont pas séparées. Elles seraient les 2 expressions d'un même phénomène. Un même tissu, l'espace-temps. En 1905, il bouleverse la physique. Le temps et l'espace ne sont plus distincts. Ils deviennent une seule entité. En 1915, il va plus loin. La gravité n'est plus une force au sens classique.
c'est une courbure, une déformation de l'espace-temps. Alors, une idée émerge. Et si un champ électromagnétique suffisamment puissant pouvait, lui aussi, courber cette structure? Si manipuler l'électromagnétisme permettait d'agir sur la gravité et donc sur la position même d'un objet dans l'espace et le temps? En 2025 encore, des chercheurs publient des travaux en ce sens. Des modèles où électromagnétisme et gravité ne sont que des manifestations de déformations géométriques. Dans ces théories, la charge électrique elle-même serait liée à une compression locale de l'espace-temps. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique théorique contemporaine. Alors, une question devient inévitable. Quelle puissance faudrait-il pour produire un effet mesurable? Quelle configuration pour déplacer un objet dans cette trame invisible? Personne n'a la réponse. Mais la question, elle, est désormais posée. Et elle est sérieuse. Officiellement, l'histoire est classée. Un mythe, une rumeur. On dit que Bielek était un imposteur, que l'Eldridge n'était même pas à Philadelphie ce jour-là. Fin de l'histoire. Vraiment? Parce que deux faits, eux, résistent. Einstein travaillait bien pour la Navy en 1943, et ses recherches portaient précisément sur ce type de phénomène. Et aujourd'hui, la physique admet que l'espace-temps peut être influencé par des champs. Alors, peut-être qu'il ne s'agissait pas d'invisibilité, ni de voyage dans le temps, mais d'autre chose. Une altération locale, une perturbation, un déplacement. Quelque chose qui, vu depuis 1943, aurait ressemblé exactement à une disparition. Alors la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que c'est vrai ?», mais plutôt « est-ce que c'était possible ? Et si oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans le port de Philadelphie ?»